Bonjour les enfants. Ok, donc on va passer à la pratique. Dans la vidéo précédente, je vous ai présenté le site internet puzzlescript.net qui sera mis en lien dans la description, mais vous allez le trouver très facilement sur Google. Il y a des exemples de puzzle games, donc de jeux d'énigmes qui sont jouables. Si le truc que je n'ai pas montré, c'est que si vous allez dessus, vous pouvez faire Hack ici, vous pouvez cliquer sur Hack et ça vous emmène dans une fenêtre qui est la fenêtre que l'on va voir ensemble, où vous pouvez voir le code source du jeu auquel vous avez joué. Et c'est hyper intéressant parce que si un jeu vous plaît, vous pouvez apprendre et comprendre comment est-ce que la personne a codé son propre jeu. On va revenir en arrière. Donc, quand vous êtes dans cette fenêtre-là, vous avez la documentation qui est accessible ici en anglais sur First Steps. Et si vous cliquez sur Make a Game, vous accédez à l'outil de création du jeu. Donc, dans la fenêtre à gauche, on a toute la partie programmation, même si c'est pas de la programmation, c'est un outil de scripting. Et à droite, la fenêtre de jeu. Et cette fenêtre-là, on va venir en temps et en heure. Vous allez comprendre. Alors, la première chose que l'on va faire, c'est télécharger un exemple. Et on va prendre le premier dans les tutoriels basiques. Donc là, ça a ouvert, ça a, comment dire, chargé dans la mémoire de la page internet le code d'un petit jeu extrêmement simple. Donc si on clique sur Rebuild, ça va recompiler le code. Donc ce code-là va être recalculé et intégré dans la mémoire de la page internet. Et si vous faites Run, ça vous ramène au début du jeu. Donc si vous étiez en train de tester un niveau qui est plutôt loin, si vous faites Run, ça revient au tout début du jeu que vous avez créé. Et donc la fenêtre à droite, c'est la version jouable du jeu que vous êtes en train de programmer. Donc ça permet de tester si le gameplay fonctionne, si vos énigmes fonctionnent, si vous communiquez bien vos intentions de game design, d'intention de jeu, et surtout si il n'y a pas de bug au sein du script que vous avez créé. Là il se trouve que c'est un jeu extrêmement simple. Donc on peut y jouer comme si c'était un jeu auquel on pourrait jouer comme n'importe quel jeu. On va faire New Game. Et on a un petit jeu de type Sokoban. Donc Sokoban, comme dans la vidéo précédente, c'est un jeu japonais d'énigmes où on pousse des blocs. Et là le but c'est les petits carrés orange. Il faut les pousser pour les positionner sur les carrés bleus, qui sont des espèces de sorties. Alors là je me suis bloqué. Je ne peux pas pousser deux blocs qui sont collés l'un sur l'autre. Si j'essaie de les pousser, ça ne fonctionne pas. Donc je peux appuyer sur la touche R pour recommencer, ou restart. Donc je recommence le niveau que je suis en train de faire. Et si je me déplace et que je me trompe, je peux toujours appuyer sur la touche Z pour revenir un coup en arrière. Voilà, tout simplement. Donc je recommence mon niveau. Et là, la solution de l'énigme, je crois que ça consiste à monter ce bloc-là d'une case, déplacer celui-ci d'une, et là on est bloqué, faire quelque chose comme ça, tac, tac, le mettre ici, lui, le rebaisser, mettre celui-là ici, et ici, et là on a terminé le niveau, et on passe au suivant. Et là le niveau est beaucoup plus simple, il suffit de faire ça, 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 et on a fini le jeu. C'était une version réduite d'un jeu plus long, donc créé par David Skinner, donc je pense que si on tape son nom, on va tomber sur son site internet et pouvoir tester la version jouable en entière. Il me semble pas qu'il y ait des jeux créés avec PuzzleScript qui soient payants. Je crois que tous les jeux créés avec PuzzleScript sont gratuits, donc c'est cool. Et cet outil-là est absolument gratuit. Il est même open source. L'open source, ça veut dire que le code source de cet outil-là est
accessible, donc via la page internet de Puzzle Script, est accessible par tout le monde et c'est tout le monde y a accès et c'est libre de droit de modification. Du moment que n'importe qui fait une modification du code source puisse en faire bénéficier la communauté. Donc le créateur du jeu, Stéphane Laval, si j'écorche pas son nom, est à l'origine de cet outil de scripting qui est accessible via une page web, c'est pas un logiciel et c'est open source, donc c'est trop bien. Ok, on va regarder rapidement les éléments principaux que constitue la partie scripting. On a des trucs, ça fait un peu peur. On a des numéros, on a des couleurs, ça ressemble vraiment à ce qu'on verrait sur une page de programmation, à savoir un truc incompréhensible. Sauf que si on y regarde de plus près, c'est au final assez lisible, voire assez schématique et assez visuel en fait comme approche. C'est pas toujours le cas de la programmation, mais là pour le coup, je trouve ça assez logique en fait. Alors on commence avec le titre du jeu qui apparaîtra ici. On a le nom de l'auteur du jeu qui apparaîtra là et la page officielle du créateur du jeu. Souvent les gens ils laissent Puzzle Script pour que ça redirige vers la page de l'outil, mais vous pouvez mettre votre blog, votre site, votre chaîne YouTube, ce que vous voulez. Ensuite, on a différentes sections. Chacune des sections commence avec le titre en majuscule entouré des espèces de tirets. Donc on a la section objet qui va jusque là. Ensuite on a la section légende. On a la section sound, donc pour les sons. La section collision layers, c'est la section qui va gérer la collision entre les éléments. Vu que c'est un jeu en pixel art, on voit très clairement les petits carrés de couleurs qui sont des pixels, qui permettent de dessiner de manière très schématique, un peu comme du point de croix, les éléments. Donc dans la partie Object, on a les différents objets du jeu qui sont dessinés. Donc tout est objet. Un carré d'herbe est un objet, un personnage est un objet, un mur est un objet, le player, le joueur est un objet, et la caisse, crate, est un objet. Donc ensuite on a une légende qui définit chacun de ces objets quand on va créer en programmant les cartes, les niveaux du jeu. On a du code pour gérer le son, donc les niveaux de collision, et c'est là où on va définir quel élément va être en collision avec les autres. Je vais revenir plus en détail juste après. Au final, on a un endroit qui est très important qui vont être les règles du jeu. Un peu à la manière d'un jeu de plateau classique, comme les échecs ou les dames. Par exemple, les dames ont moins de règles, les règles sont plus simples que les jeux d'échecs. Par exemple, une des règles basiques du jeu de dames, c'est un pion peut se déplacer d'une case en avant et sauter par-dessus une autre quand elle est sur le côté. Bon, je me souviens plus exactement, mais les échecs, c'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de règles. Donc les échecs est un jeu, on va dire, plus complexe que le jeu de dames. Pourtant, paradoxalement, le jeu de dames a sous des règles simples, il y a des situations de jeu qui vont émerger. Donc en fait, malgré une apparente simplicité du jeu de dames, le jeu a une vraie richesse et c'est pour ça il existe encore aujourd'hui, il a traversé les âges. Et donc à contrario, le jeu d'échecs va avoir plus de pions, chaque pion a des déplacements particuliers, donc on pourrait se dire que le jeu d'échecs, vu qu'il a plus de principes de jeu, de règles du jeu, ça devrait être un meilleur jeu. En fait, pas forcément. C'est des manières de jouer différentes qui ont chacun leur propre balance de jeu. Et voilà, en fait, les deux sont tout aussi intéressants. Et donc là, on s'aperçoit que dans le jeu que l'on vient de faire, il n'y a qu'une seule règle, qui est si le joueur est à côté d'une boîte et qu'il se dirige en direction de la boîte, alors
la boîte et le joueur vont tous les deux se déplacer d'une case. C'est ça que veut dire cette règle. Donc c'est une logique, on va dire, très cartésienne, voire mathématique, qui permet le déplacement case par case. On est le 14 juillet, il y a des feux d'artifice. Je sais pas si vous avez entendu, ça fait boum. Donc on a une logique qui est très mathématique, et derrière cette logique mathématique, on a visuellement la sensation que notre petit bonhomme, s'il va en direction d'une caisse, il va pousser la caisse. Alors qu'en fait, c'est purement logique. Si on veut se diriger en direction de la caisse, les deux vont se déplacer d'une case dans la direction du déplacement du joueur. On a ici win condition, ce sont les conditions pour finir le niveau. Et là, la condition, c'est toutes les targets doivent être sur les crates. Donc toutes les cibles doivent être positionnées sur les boîtes. Donc d'un point de vue visuel, on a l'impression qu'on met des boîtes sur les cibles, sur les sorties, sur les petits carrés. En vrai, d'un point de vue code, ce sont les cibles qui ne bougent pas, et on va glisser la boîte en dessous, mais ça revient au même, visuellement. Donc il faut positionner toutes les boîtes sur les cibles. Comme ça on finit le niveau, on passe au suivant, et le but du jeu, c'est de faire tous les niveaux et de terminer le jeu. Et ici, on a levels, qui est les schémas en code, avec des glyphes, des niveaux. Donc j'ai bien fait de vous montrer à quoi ressemblait le jeu. Donc vous avez en tête les niveaux, et en fait on voit ici qu'on peut reconnaître graphiquement les niveaux. Donc par exemple, si je relance le jeu, ici on a de l'herbe. Donc l'herbe, ça va être le background ici. Donc tout ce qui est un point dans le schéma va être de l'herbe. Tout ce qui est un dièse va être un mur. Donc là en fait on voit que les dièses dessinent les murs, et donc c'est bien ce qu'on a dans le jeu final. Arrobase, on voit que ça correspond ok, je comprends pas son code là, mais l'arrobase correspond aux boîtes et le O correspond au target. Donc en fait, à chaque nom d'objet, on lui associe un symbole qui nous permet de dessiner les niveaux. Comme ça, en fait, on peut, via du code, dessiner le niveau à partir des symboles qu'on associe au nom d'objet pour créer les niveaux. Et chaque niveau est séparé par une ou deux lignes séparatrices. Donc à côté de chaque numéro qu'on voit ici, chaque numéro correspond à une ligne de code. Et si on revient tout au-dessus, les noms qu'on a donnés à nos objets, on les retrouve ici. Et en fait, sous chaque nom, on a des noms de couleurs qui définissent les couleurs des pigments ou des pixels de l'objet, et via du code, un dessin de l'objet. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir visuellement le niveau à droite de l'écran et le code à gauche. Par exemple, celui qui est très parlant, c'est le joueur. Donc le joueur ici qu'on peut déplacer. Il est là, et il est dessiné via du code. Et on le reconnaît. On voit le petit bonhomme ici, qui a un t-shirt blanc et un pantalon bleu et un visage orange. Et bien il est là. Et ça, comment c'est codé? On a le nom de l'objet joueur, player en anglais. Il est constitué de 4 couleurs, du black, donc du noir, de l'orange, du white, du blanc et du bleu. Chaque couleur, vu qu'elles sont placées dans l'ordre, il y a 4 couleurs. Vu qu'en programmation on compte à partir de 0, en fait, il y a un numéro qui lui est intrinsèquement donné. Donc le noir va avoir le numéro 0, l'orange le 1, blanc 2, bleu numéro 3. Et donc, ici, on a un petit schéma, un peu de la même manière qu'on schématiserait un niveau. On a un schéma du dessin que l'on veut assigner à l'objet. Le point n'est pas une couleur, le point va être un pixel transparent. Donc là on voit que notre joueur se déplace, et derrière le joueur on voit la case qui est en dessous, à savoir l'herbe. Donc le point est un pixel transparent.
Et ensuite, à chaque fois qu'on associe un numéro, on dessine via du code notre personnage. Et voilà comment on met 0, 1, 2, 3 et qu'on a les 4 couleurs qui constituent notre bonhomme. Et c'est exactement la même chose avec les autres blocs, les autres objets ou les autres tiles. Ces trois noms-là signifient la même chose. Et par exemple, voilà, on a le mur qui est constitué de marron et de marron foncé, donc brown, dark brown. Et en dessinant ce pattern-là, vu qu'il va être dupliqué, on a bien une case ici qui a été dessinée via du code, et vu que cette case, en fait, dans le dessin du niveau, elle est répétée plusieurs fois, elle est dupliquée, et ça fait un pattern de mur qui se suit. Ok, donc voilà les fondamentaux sur l'outil de base de PuzzleScript. Donc je récapitule, on a tout en haut le code qui définit les objets, leur nom associé à un symbole, les sons du jeu, donc là c'est le son que fait le jeu quand on pousse, quand on fait cette ligne de code, on va dire, quand on déplace l'objet crate, donc l'objet boîte. On a un système de collision, donc ça c'est pour montrer qu'en fait le personnage est par-dessus l'herbe, mais qu'il est au même niveau que les murs et les boîtes, et que les cibles sont sous le personnage. Au final, on a les règles du jeu, les conditions pour gagner, et les niveaux. Et si je modifie, par exemple, un des schémas qu'on a ici, si je mets 3 petits points, pas besoin de sauvegarder, si je fais rebuild, je fais run et que je relance le jeu, on a une nouvelle version du niveau où il manque des murs. Donc là, peut-être même que ce niveau-là serait plus facile à résoudre vu qu'il n'y aurait pas de murs bloquants autour de nous. Voilà pour vraiment les fondamentaux de l'outil. Je vous montre une dernière chose. À quoi sert la fenêtre ici en bas à droite. C'est pas très intuitif de dessiner les niveaux du jeu via du code. C'est pour ça que si au-dessus on clique sur Level Editor, là on est en mode test pour vérifier si notre jeu fonctionne. Et si je clique sur Level Editor, l'outil est suffisamment malin pour passer en mode création de jeu. Et on a non plus les symboles, on a carrément les visuels dessinés des objets qu'on a donc créés en code au-dessus. Je peux par exemple en choisir un et à la main cliquer pour dessiner où est-ce que je veux positionner ces blocs. Il me manque mon personnage, je le sélectionne, je le mets là. Et je vais faire un niveau beaucoup plus facile, je vais mettre une casse ici et de l'herbe ici pour enlever l'autre. Et si j'appuie sur S comme save ou sauvegarder, ça me génère automatiquement le petit schéma en code du niveau créé. Je le copie en faisant clic droit copier ou CTRL C. Je descends et je vais le remplacer ici. Donc ça je le supprime. Je fais CTRL V ou alors clic droit coller. Et si je fais rebuild, run, ça relance le jeu. Je le lance. Alors on est toujours en mode level editor. Je reclique dessus pour pouvoir jouer à ma version du jeu. Et cette fois-ci, j'ai besoin de faire ça pour terminer le niveau. Vous savez tout. Il y a des tas de petites subtilités de script dans cet outil. Il y a moyen de faire des choses assez intéressantes. Mais c'est ça qui fait la puissance des jeux d'énigmes, c'est que vous n'avez pas besoin de grand chose pour créer un jeu. Ok, la vidéo commence à être un peu longue. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là. N'hésitez pas à aller regarder de votre côté l'outil. Et si vous avez peur de faire des bêtises, vous avez qu'à recharger la page. Ici, vous cliquez sur Entrée et ça va normalement réactualiser votre page internet. Il n'a pas l'air d'avoir envie. Voilà, donc là ça m'a rechargé ce que j'avais avant, à savoir
un jeu que j'ai fait il y a plusieurs mois. Et si jamais vous vous plantez complètement, vous pouvez toujours cliquer ici pour sauvegarder différentes versions du jeu, de votre jeu en cours de création, ou sinon vous pouvez recharger les exemples si vous avez cassé ce que vous avez commencé à regarder. Donc vous pouvez pas vraiment vous tromper. Voilà. Dans la prochaine vidéo, on va commencer à bidouiller un petit peu le scripting, les règles du jeu. On va garder les éléments dessinés, on va pas s'amuser à prendre du temps à dessiner des nouveaux objets, ça prend du temps. Donc on va juste se concentrer sur l'aspect règles du jeu, l'aspect donc gameplay, euh, et l'aspect level design, donc création de niveau. Bah, merci de m'avoir suivi, de rien d'avoir regardé. Je commence tout juste en mode tutoriel, donc si vous avez des retours constructifs, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Et ben à la prochaine vidéo. Des bisous.